3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Olivier Beffi est avec nous, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Enguerrand Artaz nous accompagne également, stratégiste et gérant à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Et Bastien Dreux est également avec nous, le responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Un rapport sur l'emploi moins bon qu'il n'y paraît. Voilà ce que vous avez écrit juste avant de venir, Bastien. Ah, vous lisez bien. Oui, le titre est écrit en gros, ça va, je peux encore lire. C'est exactement ça. On a 2 chiffres phares toujours dans le Job Report, c'est les créations d'emplois non agricoles et puis le taux de chômage. Les deux sortent mieux que les attentes. Mais quand on creuse, il y a à peu près rien qui va. Enfin, rien de catastrophique, mais tout est plutôt négatif. Si on prend par exemple dans les créations d'emplois, je crois qu'on est à 147 000 créations d'emplois ce mois-ci. Ouais. C'est bien ça? Oui, ouais. oui. Mais si on enlève l'emploi public, enfin les créations d'emplois dans le secteur public, je crois que c'est 71 000, et les créations d'emplois dans un secteur qui est en plein boom, donc c'est les services à la santé et à l'éducation, on tombe à seulement 23 000 créations d'emplois pour tout le secteur privé, hors secteur, donc services à l'éducation et à la santé. Donc ça, c'est quand même très faible et ça corrobore un petit peu la direction de l'ADP, le rapport ADP de cette semaine qui indiquait destruction d'emplois. Donc bon, ces deux rapports sont toujours un peu divergents pour la création d'emplois. Enfin, entre privé. Moins de 33 000 dans l'ADP et plus 23 000, si je retiens votre chiffre pour les NFP, c'est quand même, j'allais dire, l'épaisseur est mince. Pour une économie de la taille on est complètement, de toute façon, dans l'épaisseur du trait. Enfin, il y a toujours une marge d'erreur qui est tout à fait énorme dans le Job Report. Donc, on parle de chiffres, c'est très flou quand même, malgré tout. Mais oui, la direction, c'est quand même des créations d'emplois dans le secteur privé qui sont moins fortes. Et puis ensuite, donc ça, c'est l'enquête auprès des entreprises. Quand on regarde l'enquête auprès des ménages, donc le taux de chômage baisse, donc c'est bien. Mais il y a finalement le nombre de personnes qui se disent employées, il croît assez peu. Je crois que ça fait plus 93 000. Le nombre de chômeurs baisse beaucoup, mais en fait, les chômeurs ont quitté la population active. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? C'est pas complètement sûr. In fine, c'est ça qui me fait penser que ce rapport sur l'emploi était finalement largement moins bon que ce qu'il n'y paraît, quoi. Corroboré aussi par l'ISM manufacturier, je crois la composante emploi de l'ISM manufacturier est relativement faible, autour de 47, je crois. Qui est en zone de contraction. Pour le mois de juin. La composante emploi pour les 2 enquêtes ISM est en zone de contraction. Bon, ça, c'est pas des indicateurs qui sont extrêmement précis et qui aident vraiment à faire des prévisions sur l'emploi, mais on a quand même une conjonction finalement de signaux qui montre qu'il est en train de se passer une dégradation sur le marché du travail. Le dernier indicateur, c'est le total des personnes qui sont à l'assurance chômage. Ça, c'était stable pendant 3 ans, ça n'a jamais bougé. Et là, ça fait maintenant 2 mois et demi que c'est en train de monter lentement mais sûrement. Donc, c'est pas du tout quelque chose de grave. Non. Mais on voit bien une dégradation du marché du travail. Et tous les indicateurs montrent... Dégradation, mais pas de rupture. Pas de rupture, vraiment, non. Enguerrand, vous avez regardé, j'imagine, là aussi, le rapport mensuel américain. Qu'est-ce qu'on peut apporter en complément? Est-ce que vous partagez la lecture qu'en fait Bastien, là, aujourd'hui? Oui, complètement. Et en fait, fondamentalement, le problème avec les données qu'on a depuis plusieurs mois, c'est qu'effectivement, si on regarde les chiffres headline des NFP qui paraissent sur Bloomberg, on dit finalement, tout va bien. Et ça alimente un peu la rhétorique qui consiste à dire... Oui, mais l'économie américaine est résiliente, tout va bien. Mais la réalité, c'est que si on corrige justement de l'emploi public et de ce secteur santé-éducation, qui en fait est quand même à mi-chemin entre le privé et le public, l'emploi réellement productif, il est extrêmement faible. Et si on regarde vraiment les secteurs qu'on dit cycliques, donc manufacturier, construction, on est même très proche d'être en destruction d'emplois sur un an, ce qui ne se voit jamais en dehors des phases de récession. Donc, on a une vraie fragilité du marché du travail, sans, par contre, d'énormes accélérations. C'est un peu la rhétorique maintenant, c'est low hiring, low firing. Ouais, c'est ça. Faible embauche, mais faible licenciement. Et c'est vrai que quand on regarde autant les demandes continues, les personnes inscrites à l'assurance chômage augmentent, c'est-à-dire que les gens qui... aujourd'hui perdent leur emploi, sont dans l'incapacité de retrouver un travail, ce qui n'était pas le cas les 2-3 années avant. Par contre, il n'y a pas beaucoup de destruction d'emplois actifs, de licenciements.
On remplace pas. Voilà. C'est ce que nous disait ADP cette semaine. On vire pas les gens et on remplace pas les départs. Et puis potentiellement, on a quand même peut-être viré un petit peu de force de travail plus ou moins déclarée avec la baisse de l'immigration possible, que ça joue un peu dans les chiffres aussi. Mais donc, en fait, c'est ça le point à retenir. Est-ce que ces points de faiblesse, on les retrouve en dehors des données d'emploi? Est-ce que ça se traduit dans des chiffres de consommation ou des indicateurs liés à la consommation? C'est exactement, c'est le point où on allait en dire. On a eu, la fin de semaine dernière, les chiffres de consommation, donc consommation réelle, enfin, consommation, revenus, épargne, etc., qu'on a tous les mois. La consommation réelle des ménages, donc ajustée de l'inflation, elle est en baisse depuis le début de l'année. Sur les 5 derniers mois, elle est en baisse. Sur les 20 dernières années, il n'y a que 2 années où ça s'est vu, c'est 2020 et 2009. Évidemment, il y a peut-être un petit effet de base parce que la consommation est pas mal accélérée fin 2024 avec un peu d'anticipation des tarifs. Donc si on regarde sur 6 mois, 7 mois, l'arrêté est moins clair. Mais malgré tout, on a un très fort ralentissement aujourd'hui de la consommation des ménages. C'est pour ça, et je reviens sur ce point-là, la rhétorique consiste à dire l'économie US est résiliente. Il n'y a pas de crash très brutal, ça c'est évident, mais dire qu'elle est résiliente, c'est plus vraiment le cas. Il y a une vraie dégradation qui est très lente. On peut d'ailleurs se poser la question de la cyclicité aujourd'hui de l'économie américaine, mais il y a une vraie dégradation malgré tout. Pierre-Olivier, votre lecture de ces données américaines, qu'est-ce que ça nous dit de l'état des lieux, de la dynamique de l'économie américaine, et puis qu'est-ce que ça implique pour la Fed? Parce que à la suite de ce rapport, le marché pouvait attendre à 20-25% l'idée d'une baisse de taux dès juillet. Cette idée-là, elle a complètement disparu sur la base des chiffres globaux. C'est-à-dire que le marché, visiblement, n'a retenu qu'une partie de ce que vous êtes en train de décrire, messieurs Bastien et Enguerrand. Oui, après, moi, sur le diagnostic, je suis plutôt d'accord. Après, je trouve ça très bullish pour les marchés pour l'instant. C'est Goldilocks alors. Voilà, j'ai réentendu le terme Goldilocks là ces derniers jours. Voilà, c'est un peu le. C'est quoi le Goldilocks alors là qui est pricé aujourd'hui par les marchés en grande majorité. C'est-à-dire qu'une économie qui ralentit mais qui va pas en récession et une inflation qui monte un peu mais qui est pas trop dangereuse. Voilà. Donc ça c'est le meilleur des scénarios. Donc aujourd'hui dire que l'emploi privé par exemple c'est un peu contracté, que finalement le public était là, c'est pas mal parce qu'on se dit ça veut dire que il y a quand même du pouvoir d'achat à la fin. Je veux dire après on peut toujours enlever les composantes qui ont bien marché. Enfin, je veux dire, à la fin, on prend les gens qui ont été embauchés, ça marche, il y a du pouvoir d'achat, et à la fin, on se dit le sous-jacent est pas top, donc voilà, ça permet justement d'avoir quelque chose qui est ni trop chaud ni trop froid, d'où le Goldilocks. Voilà. C'est ça. Après, moi je pense que donc du coup, ça renforce la narrative Goldilocks avec des taux quand même de la Fed à 4,25, 4,50. Oui, toujours. Enfin, je veux dire, c'était. Il est trop ancré ce Goldilocks, donc ça c'est le danger du mois de juillet. Il est trop ancré. Mais après, moi je fais toujours la comparaison. Les marchés, c'est comme quand vous accumulez les factures sur votre bureau, puis à un moment, il faut les payer. Voilà. C'est pas la première facture qui vous fait réagir. Donc là, la première facture nous dit faites gaffe, l'emploi, il est quand même relativement fort, même s'il y a des choses qui sont un peu faibles. Voilà. Ouais, puis 4 points de taux de chômage. Après, on aura l'inflation US en mi-juillet. Donc là, c'est pareil, le consensus attend 0,3 sur la variation mensuelle. Moi, j'en ai aucune idée de quel côté ça va vraiment tomber, mais je pense que le risque, il est quand même plus que si c'est plus haut que prévu, il y a pas mal de gens qui vont se dire, on est tous short dollar, long equity, long bonds, ça va commencer à faire mal. Et après, on aura la Fed et le PIB américain. Pareil, le PIB du T2 américain peut être encore très bon, parce qu'on a peut-être encore du front-loading qui s'est poursuivi. Pour l'instant, les trackers nous disent qu'on va être à 2,5 peut-être. Et l'autre point, Pauline l'a dit, c'est que le déficit américain commercial se dégrade très fortement. Mais ça, c'est inévitable quand vous montez les taxes sur les importations. Immédiatement, vous payez les importations plus chères. Ça ne veut pas dire forcément que les volumes ont beaucoup changé, en fait. C'est ça qu'on voit. Ouais. Et par contre, on ne le verra pas dans le petit bon volume. Dans la contribution sur la croissance, paradoxalement, en fait, ça peut être moins négatif que ce que les gens ont en tête. Donc tout ça fait dire qu'il y a quand même les risques sont un peu asymétriques à ce que l'économie soit un peu trop chaude au mois de juillet dans les statistiques. Qui valent ce qu'ils valent parce que moi, je préfère les données dures que les données d'enquête. On a discuté cette semaine. Mais les données d'enquête, ça devient un peu folklorique avec le nombre de gens qui regardent vraiment, qui sont capables. Je rappelle excellente chronique de Robin Rivaton ces derniers jours dans les Échos sur la déchéance, la décrépitude de la statistique public, en l'occurrence, et bon nombre de financiers ont remplacé ces données par des données dures à haute fréquence. Tout à fait. Du coup, il faut, je pense que c'est l'enjeu du mois de juillet, si on accumule trop de signaux où c'est un peu trop chaud, le marché, quand on passe de 4 et la Fed va rester arc-boutée sur ces données arrivant, on reste comme ça,
impossible pour Jérôme Powell de regarder un peu au-delà. Je sais pas c'est le sentiment que vous avez eu quand avec tous les gens qui sont passés, mais je pense que tout le monde se dit ils vont couper 2-3 fois, ça va arriver. Oui. Pas. Tout le monde en est convaincu que ça arrivera. C'est plutôt qu'ils se montrent un peu au quiche en juillet en disant écoutez, j'ai encore un peu le temps, finalement elle est bien l'économie US, elle me plaît. Donc après il y a toujours une ou deux personnes d'offre, chacun veut le prochain poste, même si c'est Warsh qui tient la barre pour l'instant. Enfin bon, voilà. Mais le FOMC, quand on regarde dans l'ensemble, pour l'instant il indique moins que le marché. Il est un peu plus au quiche que ce qui est prêché dans le marché. Donc le marché est allé un peu en avance là-dessus sur cette thématique. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qu'il faudra rejouer un peu plus tard. Mais je me dis que le mois de juillet, quand je vois les données, après moi je suis un hedge fund, la petite semaine, mais ce que je veux dire c'est que j'ai l'impression que le mois de juillet, je ne suis pas sûr que ça soit un super point d'entrée pour continuer à être short dollar, long bonds, et dans une certaine mesure où le long equity à partir de mi-juillet, on peut avoir les bonnes nouvelles des tarifs qui peuvent être assez... Là le marché est long bonds là, parce que short dollar, ça je vois les positions short dollar effectivement, mais le marché recommence à prendre de la duration là. Moi ce que je vois en tout cas, je pense qu'il a déjà un peu repris, et je pense que les anticipations étaient plutôt steepening, au fait que la Fed allait baisser les taux. Voilà, bon tout ça c'est un peu le même trade quand même à la fin. Donc, mais ce que dit un peu le premier signal, c'est qu'on est peut-être encore dans le trading range, on n'est pas encore dans la baisse. Voilà. Et le 4-5 pour moi est un point important sur le 10 ans. Voilà. Passer de 4,2 à 4,3, on s'en fout pour les marchés. En fait, ils ont bien baissé les taux longs. Voilà, que le CPI fasse monter 10 points de base. C'est dès qu'on franchit 4,50, qu'on revient dans des zones de turbulence. On va retourner à 4,75, le marché va paraître cher tout de suite. Et ça peut être une petite période d'alchimie pour la baisse du dollar, alors aussi, si je comprends bien. Et peut-être une occasion de recharger ce trade qui a des vraies raisons structurelles, mais ça se passe jamais de manière linéaire tout le long. Bon, qu'est-ce que ça implique pour la Fed? Est-ce que Jérôme Powell prend un vrai risque d'être en retard? Moi, il y a un scénario que j'ai pas envie de voir, pour Jérôme Powell, c'est il attend de voir l'inflation, à quel niveau on atterrit sur les tarifs, ce que ça implique pour l'inflation. Si jamais on voit pas cette inflation de manière significative dans le CPI ou dans le corps PCE, je pense que Donald Trump va crier victoire plus que 2 fois qu'une, et que le marché se dira que Jérôme Powell s'est trompé et qu'il est en retard. Mais je crois que c'est ce qui va se passer. Je crois que le job report aujourd'hui, il va finalement, ça va faire en sorte que déjà en juillet, Waller va voter contre. Il va voter pour. Il y aura une dissidence. Là, moi, ça me paraît très clair maintenant, parce que spécifiquement, les arguments que lui-même avait avancés, c'était le taux de chômage des jeunes diplômés. Or, quand on regarde ce qui se passe là dans les chiffres d'aujourd'hui, le taux de chômage des 10-24 ans, il revient au plus haut, si on enlève le Covid, il revient au plus haut depuis 2017. Et ça continue à progresser, le taux de chômage des jeunes et des jeunes diplômés. Et ça va vraiment dans le sens de Waller et de ce qu'il avait dit qui allait arriver. Son facteur, Donc, on peut compter que Bowman, qui est à mon avis assez opportuniste, elle va voter contre aussi, parce qu'elle est en compétition avec lui pour avoir le poste. Donc, il y aura déjà 2 dissidences de gouverneurs. Et j'avais regardé 2 dissidences de gouverneurs pour demander une baisse de taux. Ça s'est pas vu. C'est rare. Depuis les années 80. Donc, ça sera un mini-événement. Après, est-ce que c'est au sein du board, au sein du board, c'est ça. Les 2 du board. Les 2 du board. C'est quand même un tiers. Si on enlève Powell, le board, c'est 6 personnes. Il y a quand même un tiers du board qui va voter contre lui. Donc, il est quand même très fragilisé. Je crois qu'à voir la façon dont il parlait sur les derniers jours, je crois qu'il a été quand même très fragilisé dans sa communication par ces défections en fait de Waller et de Bowman. Et je crois que le prochain FOMC, alors là, ça va être vraiment très très compliqué. Personnellement, j'ai l'intuition que les droits de douane vont pas jouer tant que ça, vont pas faire remonter tant que ça l'inflation. Et alors là, lui, il pourra instrumentaliser le job report en disant, regardez, le taux de chômage finalement, ça n'a pas monté. Il va juste rester sur les headlines, donc il peut rester là-dessus. Mais ça va être très compliqué pour lui de communiquer avec ces 2 défections qu'il va y avoir. Et peut-être même plus, d'ailleurs, si on prend les présidents de fêtes régionales, peut-être qu'il y en a qui vont sortir du bois aussi. On peut aussi l'imaginer. Cette période de succession, alors je crois qu'il y a quelques jours, Scott Bessent nous disait que la succession, le nom pourrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Ça arrive bien plus vite, évidemment, que la fin du mandat de Jérôme Powell, qui est en mai 2026. Ça va être une période compliquée pour la
parole de la Fed et de la politique monétaire. Complètement. Et j'ai vu votre émission avec Frédéric Ducrozet là-dessus, et j'étais complètement d'accord avec ce qu'il disait. Enfin, c'est une mauvaise chose pour tout le monde. C'est une mauvaise chose pour tout le monde. Pour Powell, pour la Fed, pour l'institution, pour la crédibilité de l'institution, c'est une mauvaise chose pour tout le monde. Et oui, effectivement, ça va être extrêmement compliqué. Et ça a déjà joué sur les marchés, en fait. Finalement, si les taux ont autant baissé, là, on va peut-être pas aujourd'hui, mais sur les 2 ou 3 dernières semaines, c'est vraiment cette histoire de succession de Powell qui a fait baisser les taux. Quoi. Et ça, la baisse commence à partir de la fin de la guerre des 12 jours, mais vous mettez ça plutôt sur le compte. Pour moi, c'est vraiment Waller qui, 24 du heures. bruit autour de la succession de Powell. 24 heures après le FOMC, Waller qui dit moi, je suis pour une baisse. Pourquoi ça fait baisser les taux longs Ça rajoute pas de la prime de terme je sais pas, la succession. Non, je pense que globalement, ça envoie le signal au marché que quoi qu'il arrive, Trump va gagner son pari par rapport à la Fed et sa pression va être payante et les taux finiront par baisser. On ne sait pas quand, donc ça sera sans doute pas en juillet, mais un peu plus tard dans l'année. S'il baisse pour de mauvaises raisons, pour soutenir le financement de l'État américain, le marché pourrait appliquer aussi une prime de risque supplémentaire. Oui, alors après, taux court et taux long, ça sera une autre histoire, effectivement. Bon, Enguerrand, alors sur la succession de Powell, et puis on peut revenir également à la question du dollar, qui est une accalmie à un certain stade, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a encore des arguments qui peuvent justifier une poursuite de la baisse du dollar partant des niveaux atteints? Des arguments, oui, pour la poursuite de la baisse du dollar, il y en a beaucoup, que ce soit de toute façon la situation des tarifs, l'impact que ça peut avoir sur l'économie américaine, tout ce narratif-là, on le connaît. Également, juste en termes de valorisation historique du dollar, le dollar reste cher, donc il peut largement baisser. Et puis, alors là, c'est presque un argument presque plus de traders, mais historiquement, quand on a quand même des vrais cycles baissiers du dollar, on retourne jusqu'au niveau d'équilibre de long terme. Si on prend retour à la moyenne sur l'euro-dollar, c'est un 23 à peu près, là on est à un 17. Un 23, on va y aller. Alors, est-ce qu'on ira d'ici fin août ? Je pense pas. Est-ce qu'on ira d'ici 6 mois ? Très probablement. Donc, je suis assez d'accord, là quand même, le mouvement a été très brutal. Qu'à un moment, parce que les données vont dans ce sens-là, on reparte un tout petit peu en arrière sur ce trade-là. Ça paraît très plausible. Il y a une part aussi un peu conjoncturelle dans cette baisse du dollar qui peut se corriger sur la base de données effectivement un peu plus de surprises un peu plus positives. Sur un mois ou deux, si on a un peu plus d'inflation, si on a des données de croissance qui tiennent un peu, si en plus, imaginons que ce qui se passe autour du 9 juillet se passe pas trop mal, c'est-à-dire qu'on ne remette pas une pression supplémentaire sur ce terrain-là, on peut très bien avoir un dollar qui remonte un petit peu, mais sur une question de long terme, il est très probable que le dollar à horizon 12 mois continue à s'affaiblir. D'autant que la BCE, via Luis de Guindos, nous a donné un peu l'objectif, puisqu'il nous dit jusqu'à 1,20, tout va bien. C'est au-delà que ça pose problème. Donc j'imagine que le marché est tenté d'aller dans cette direction. Est-ce que ça pose vraiment tant de problèmes pour la BCE ? Moi, j'ai envie de dire c'est presque un bon problème. Ça peut pousser la BCE à baisser un peu plus les taux, un peu plus vite. C'est-à-dire à pour une fois être un petit peu proactive et en avance au moment où l'Europe a des besoins quand même de financement et de relance. Écoutez, si la BCE pour une fois est en avance, on va peut-être pas s'en plaindre non plus. Ce serait un bon prétexte pour la BCE. Alors Pierre-Olivier ? Non, mais moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Bastien. Moi je pense que Bastien et Enguerrand, Pas Enguerrand. Enfin bon. Avec tout le monde. Non, mais je pense qu'il y a deux choses. D'abord, c'est un peu. Souvent, je vois ces commentaires sur l'or. Les gens, ils font de la spéculation sur le risque géopolitique, etc. Mais enfin, l'or, il monte parce que les banques centrales émergentes achètent énormément. Il y a que ça. Pareil, le dollar, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais à la fin, il y a un problème de hedging avec beaucoup de fonds, de très très gros fonds. On l'a vu à Taïwan, mais aussi les fonds norvégiens. Ils ont besoin d'hedger. Et eux, c'est des très très gros acheteurs. Ceux qui sont devenus. Le Japon n'est pas couvert sur la baisse du dollar. Donc ce processus, il va être fait. Donc je pense que c'est là que je suis d'accord qu'il y a plus que du conjoncturel, il y a vraiment du structurel. Après, il y a de la tactique de marché, des choses, etc. Après, moi, sur la Fed, je pense qu'il va y avoir un gros combat au second semestre, pour moi, entre la vision de la Fed
Moi, paradoxalement, je comprends que les données aujourd'hui nous indiquent que finalement, on ne voit pas trop l'impact sur les tarifs. 90% des feux d'artifice le 4 juillet qui ont été tirés viennent de Chine. Il y a 0 tarif dessus, je peux dire, ils ont payé 0 tarif. L'année prochaine, ils paieront 10%, quoi. Ça va finir par arriver quand même. Donc, voilà. Alors, bon, on a fait du front-loading, il y a beaucoup de choses qui sont étalées dans le temps. Pour moi, c'est un peu comme le Brexit. Tu vois, le Brexit, on dit, c'est la fin du monde, etc. Ouais. En fait, l'économie britannique l'a payé dans le temps, elle l'a pas payé tout de suite. Et je pense que l'inflation... C'est un poison lent. Voilà, ça va être un poison lent qu'on va voir un peu dans les chiffres, qui vont empêcher peut-être l'inflation d'aller suffisamment bas. Si par hasard on a quelques statistiques qui commencent à peut-être accumuler ces effets qui ont été un peu reportés, ben voilà, on peut peut-être un peu se poser des questions. Le deuxième point, c'est quand même qu'il y a le stimulus budgétaire qui arrive aux États-Unis. Avec pour l'instant, on est du resserrement budgétaire. La grande et belle loi. Et ouais. Donc si vraiment elle passe, 2026, je vois pas pourquoi. Il y a des questions de savoir. Ça génère de la croissance, cette loi. Enfin, ce qu'on met dans cette loi, les baisses d'impôts. Oui, non, mais les baisses d'impôts, le loading de l'investissement sur 2 ans, ça va être massif. Enfin, je veux dire, c'est une opportunité. $1 de déficit supplémentaire, ça reste de la croissance quand même. Oui, à l'arrivée. Ça fait quand même du déficit, quoi. Je veux dire. Ouais. Alors après, le grand enjeu, c'est de se dire, quand vous creusez le déficit, il faut toujours forcer quelqu'un à acheter une pelle. Hein, donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont sur la dérégulation à tout va, sur les banques pour qu'elles en achètent plus, sur les stablecoins pour qu'ils se bourrent de T-bills. Voilà, donc et ça passe, ça marche. C'est justement la grande question. Ça peut suffire. Semestre. C'est est-ce que c'est la Fed et sa crédibilité qui seront importantes, et donc l'économie, les marchés, etc. Enfin, l'économie, où est-ce qu'on va, quel est le bon taux neutre, etc. Ou est-ce que finalement, le contrôle de courbe des taux arrive par la porte arrière, quoi, que la politique budgétaire devient la politique monétaire parce que c'est régulé, etc. Donc pour moi, les taux longs, ça va être l'enjeu du second semestre, pour savoir vraiment où est-ce qu'on va, parce qu'en 2026, je pense que l'économie risque... de flancher là, pour le coup. Non, mais je pense qu'elle peut être très booming. Ah ouais, elle peut être très forte. L'économie US peut être très très forte. Donc ils n'auront jamais atterri, quoi. Et c'est pour ça que le marché, je pense que est très Goldilocks, parce qu'il se dit même, il faut vraiment pousser le bouchon maintenant. C'est-à-dire que soit on voit vraiment des données récessives, mais si on ne voit pas de données récessives, le marché, mais sur les 3 prochains mois, il va se dire, ouais, bon, ça ralentit, t'es gentil, mais moi je sais ce qui arrive derrière. Et le mec, il arrive avec le chèque. D'ailleurs, je sais pas, à 6250 points sur le S&P, le marché action ne price pas de ralentissement en Guérand. On est d'accord. Enfin, je sais pas, en termes de dynamique bénéficiaire, on price peut-être même la réaccélération de 2026. C'est ça que le marché est déjà en train d'acheter là. Marché action. Hein, oui. Alors c'est possible. Je pense aussi que toute une partie du marché ne price entre guillemets rien. C'est-à-dire que c'est les flux une bonne partie des flux de marché aujourd'hui, notamment aux US. Ils sont pas en train d'anticiper ce qu'on va avoir un ralentissement, une réaccélération, 2 ou 3 baisses de taux de la Fed. C'est pas le sujet. C'est des flux acheteurs structurels qui se contrefichent des fondamentaux, en tout cas tant qu'il n'y a pas, là ça rejoint le propos, de grosses catastrophes. Évidemment, si on a un énorme coup de stress comme on l'a eu le 2 avril, là ça réagit. Tant qu'on est à, entre nous ça nous intéresse en tant qu'économistes, mais ces flux-là, savoir si on est à 100 000, 50 000, 20 000 créations d'emplois, ça ne les intéresse absolument pas. Donc on parle quoi ? Des entreprises qui rachètent leurs actions ? On parle du buyback, évidemment, on parle de certains fonds systématiques, alors parce qu'on met un peu tout derrière fonds systématiques, mais en tout cas un certain nombre de trend followers qui sont achetés bien sûr. Par le momentum, et puis on parle évidemment du retail qui devient un acheteur structurel important, et d'ailleurs c'est symbolique, hein, quand vous regardez les paniers thématiques que produisent les grandes banques d'investissement américaines, les 3 meilleurs paniers thématiques aux États-Unis cette année, c'est les mêmes stocks, donc les stocks inspirés de ce qu'on voit sur Reddit, donc les forums où le retail se parle, Bitcoin related et intelligence artificielle. J'ai eu les fonds ARK de Cathie Wood là, qui ont connu un rebond, je crois, sur un mois spectaculaire. Les SPAC aussi, ça revient. J'ai vu les Blank Check Company, là, il n'y en a jamais autant depuis 2 ans. Et ça, voilà, non, mais quand vous vous intéressez à ça, quand vous dites, et quelque part, on en parlait tout à l'heure, quand on achète Palantir à 100 fois les ventes, c'est évident qu'on ne regarde pas les fondamentaux. Donc, tous ces. Et Palantir, ça draine. Non, mais c'est massif. Évidemment, c'est un peu caricatural de se limiter à ça, mais la réalité, c'est que
le momentum actuel aux États-Unis, je ne suis pas sûr, en tout cas et pour retourner ça, vous dites, c'est pas évident. Retourner cette puissance-là. Je pense qu'à moins d'un chiffre vraiment catastrophique, par exemple, sur l'emploi américain, une rupture, quoi. Autrement, ces flux-là ne s'inverseront pas. Et au contraire, il y a la possibilité que les flux institutionnels un peu plus prudents, parce qu'on se dit, bon, quand même, les tarifs, etc., ce que ça peut donner, si on est dans le scénario que décrivait Pierre-Olivier, ceux-là, ils vont finir par revenir aussi. Et donc, alimenter la poursuite de ce momentum de marché. Ouais, bon. Du coup, ça reste valable quand même l'idée de se diversifier, de sortir des actifs américains, parce que c'est vrai que sur la deuxième partie du semestre, autant au premier trimestre, oui, l'Europe, avec en plus l'effet dollar, on a bien profité. Là, sur le deuxième trimestre, les États-Unis, enfin les actions américaines, le Nasdaq, la tech, ont regagné en leadership, terminent au sommet, et du coup, on retrouve une reconcentration de la performance autour de quelques grands noms du Nasdaq, quoi. Oui, enfin, comme le disait Enguerrand, le marché discrimine assez peu, quelque part. Le marché achète tout, et notamment ce qui n'est pas très rentable. Mais ça, je pense que cette phase-là, elle va durer quelque temps et ça va pas être durable, quoi. Parce que je pense que les droits de douane vont finir par affecter plus l'économie américaine que, évidemment, la macro et les marchés. Alors, sur ce sujet-là, les macros et les marchés, ça n'a rien à voir. C'est complètement deux sujets différents. Ce qui s'est passé lors du Liberation Day avec le S&P qui baisse énormément. Donc ça, c'était vraiment, est-ce que le monde va s'écrouler ? Non, l'économie mondiale est un peu plus résiliente que ça, et donc le monde ne s'est pas écroulé. Il y a eu la pause, la désescalade, etc. Le marché est reparti à peu près là où il était en début d'année. Mais en se disant, finalement, les droits de douane, ça fait quasiment rien à l'économie, sauf que c'est en train de se mettre en place. Et quand on regarde les droits de douane collectés, c'est en train de monter chaque mois, ça va encore monter, et à un moment donné, ça va faire vraiment beaucoup pour le consommateur américain. On va pouvoir collecter quoi, 250 milliards cette année à peu près, c'est sur cette base-là. En fait, ce chiffre-là, on le revoit à la hausse tous les mois. Vraiment. Parce que vous avez un tracker, pas beaucoup. Voilà, donc, ça. On voyait jour après le mois de mai, on se disait. Le mois d'avril, on se disait finalement, ça n'a pas monté tant que ça. Le mois de mai, ça monte encore un petit peu plus. Ça n'a pas monté tant que ça, mais quand même là. Puis là, au mois de juin, alors là, voilà. Et alors, le mois de juillet, août, ça sera nettement encore au-dessus, parce que quand on voit l'accord d'hier avec le Vietnam, avec un pays avec lequel il a un deal, avec lequel il met 20% de droits de douane, c'est-à-dire que pour l'instant, pendant 3 mois, il était à 10. Là, on va passer à 20. Le marché a été soulagé par cette nouvelle. Le marché a été soulagé, mais ça veut dire que les droits de douane vont encore monter en juillet, août, septembre, etc. Et puis, il y aura les droits de douane sectoriels. Et là, ça va vraiment beaucoup monter, quoi. Alors, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le déficit, pour le déficit américain, parce que on commence à il y a une vraie source de aller sur des montants qui sont assez significatifs et qu'on peut d'ailleurs mettre en balance avec certaines des baisses d'impôts, les nouvelles baisses d'impôts de la Big Beautiful Bill, qu'on pourrait mettre en face. Bon, finalement, ça sera peut-être à peu près pareil. Mais je pense que ça, le marché le met complètement de côté. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un poison lent. Et ça va jouer sur la consommation, vraiment sur la durée. Et je suis beaucoup moins optimiste que Pierre-Olivier sur ce point-là. Sur la consommation, on le verra dans les marges des entreprises américaines, etc. Il y aura il y a un potentiel de déception qui est en train de se créer. Complètement, oui. Et ça, cette histoire de finalement, l'effet, il est progressif et de plus en plus, enfin vraiment, c'est de plus en plus fort. Ça, je crois que ça a complètement disparu des écrans radars, quoi. La guerre commerciale, il s'amuse à jouer avec ces chiffres. Mais non, dans l'économie réelle, dans les chiffres durs, vraiment, c'est en train d'être de plus en plus fort, quoi. Bon, je reviens, effectivement, le S&P à 6250, c'est comme si on n'intégrait plus les droits de douane, avec un péage moyen américain qui a déjà augmenté substantiellement, Pierre-Olivier. Non, mais c'est vrai qu'on a une petite divergence de vue avec Sébastien. Il en faut. Sinon... Bien sûr, c'est un marché. Ça reste un marché libre. Non, mais moi, je pense que ce qu'essaye de faire l'administration Trump, c'est exactement si on faisait une TVA sociale en France. Et quand vous montez la TVA, vous taxez de manière disproportionnellement les imports par rapport à la baisse de taxes qui va donner soit du pouvoir d'achat aux ménages, soit des baisses de coûts du travail pour les entreprises. Ça dépend comment on le fait. Nous, pour l'instant, c'est plutôt des baisses de travail avec l'entreprise, mais on pourrait faire des choses en redonnant du pouvoir d'achat aux actifs. Et
le plan Trump, c'est un mix des deux. Voilà. Donc il va redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent et il va aussi un peu baisser la fiscalité pour les entreprises. Donc moi je pense que il y aura des effets sectoriels très forts, hein, évidemment pour par exemple l'aluminium. Oui, acier, aluminium, secteur classique. Hein. Il va y avoir quand même certains secteurs qui vont souffrir plus que d'autres, mais aussi des secteurs qui vont très bien s'en tirer, qui ne sont pas trop affectés. Moi je pense aussi que l'autre point, c'est que quand même que Trump, vous savez, c'est quand même c'est un marchand de tapis sous amphétamine. Hein. Le type il tord le bras à tout le monde, y y compris. Ah, donc maintenant on en vient presque à se dire 20% pour les Vietnamiens. Merci, merci. Vous êtes en forme, là, vous voyez, vous auriez pu prendre 45. Oui, mais là où il est smart, c'est 20 pour les Vietnamiens, 40 pour les produits qui transitent. Bien sûr, bien sûr. Non, mais après, il essaie de réaxer. Bah, pour le coup, je trouve que c'est le truc un peu rassurant à court terme, c'est qu'il est en train de. Moi, je pense que la séquence, c'est comme s'il est un grand négociateur. On va avoir avant le 9 juillet un bon coup de pression. Hein, de tout le monde, enfin, même les Japonais, ils veulent plus aller à la table de négociation. La Corée du Sud dit que ça va être compliqué aussi de trouver un compromis d'ici le 9. Voilà. Mais je pense qu'il y a deux orientations qui sont quand même assez favorables. C'est que la première, c'est que je pense que le marché est en train de se dire 20, c'est un peu un max. Donc voilà, ça, c'est plus une hypothèse comme une autre. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Le deuxième point, c'est quand même qu'ils ont un peu changé de braquet en disant voilà, nous c'est plus trop intéressant. Donc on a mis les 10% de tarifs à tout le monde. Quelques trucs sectoriels. On n'est pas là pour en mettre plus. Bon, en fait, l'idée c'est plutôt qu'on veut. Pour lui, le job is done, quoi. Non, on veut surtout contrer la Chine. C'est ça le Vietnam. Ça. Et donc c'est là-dessus qu'ils vont beaucoup appuyer. Et les autres pays, ils sont plus ou moins contents de le faire. Donc on va pas trop mal s'en sortir, nous, en Europe. Je sais pas, après, vous savez, on ne sait jamais, mais moi, si j'avais une pièce à mettre sur la table, je dirais que ça ira plutôt dans le bon sens, qu'il veut arrêter d'être trop disruptif. Il a été tellement le 8 avril, je crois qu'ils ont compris quand même les réactions des marchés. Trump, il a peut-être envie de passer à autre chose aussi. Oui, et puis il a quand même devant lui les midterms, il a envie que ça se passe bien dans les 6 à 9 prochains mois. Enfin, je pense que c'est un peu son mantra. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai une petite différence de vue avec Bastien, parce que pour moi, c'est plutôt un rééquilibrage de la fiscalité pour baisser la fiscalité sur les sociétés des entreprises américaines et baisser augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Voilà. Après, tout ça est compensé par les hausses de tarifs. Donc évidemment, tout ça, c'est plutôt assez neutre. Mais je le vois pas aussi négatif, même si encore une fois, il y aura des effets sectoriels. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais après, et aussi peut-être un dernier point, c'est une question de séquence. C'est-à-dire que là, on est dans la séquence où on a les taxes. Comme l'a bien dit Bastien, c'est qu'on est au moment où ça tape. Mais ce qui est devant nous, c'est le moment où on va avoir les bonnes nouvelles. C'est les sweeteners qui arrivent. Voilà. Donc en fait, il peut y avoir une espèce de dynamique, une espèce de mini-cycle qui peut se faire, où là on a la phase de ralentissement qu'on réaccélère derrière, et après, on verra, peut-être qu'on retombera comme une mouche. Parce que, et du coup, on rebascule tout sur les US alors là. On n'avait plus confiance dans les actifs américains, et puis là, on va se retrouver devant nous avec le choix de se demander si ce qu'on a mis sur l'Europe, il va falloir le remettre sur les US. Il faut rester sur la thématique structurelle de sortir des US, mais à court terme, regardez par exemple la tech, c'est fantastique. La tech, le deal. Oui, bien sûr. Il y aura plus de taxes partout sur la tech américaine. Je veux dire, les profits vont exploser. Encore une fois, je veux dire, c'est ça le gros point. La tech, ça s'arrêtera quand il y aura de la régulation, quand tu verras que ces mastodontes vont se faire réguler. Mais là, le tapis rouge est ouvert. Donc voilà, il y a quand même des thématiques qui sont sectoriellement, qui peuvent revenir. Alors que la tech, on disait tout, c'est fini, c'est trop cher. Il y a DeepSeek. Bon, on voit quand même que ça marche bien. Tu l'as souligné. Et puis en plus, c'est associé au retail. Ils sont peut-être ceux qui achètent le plus. Ah bah oui. Voilà, dans leur plan programmé, la tech, il n'y a que ça. Bah, évidemment. Et c'est ce qui aspire les flux, c'est ce qui soutient aussi la force du dollar ces dernières années aux États-Unis. Beaucoup de flux sont allés vers la tech américaine. Oui, mais là, en plus, ce coup-ci, on n'a même pas besoin que les autres achètent ces secteurs. C'est juste le retail qui va se concentrer là-dedans. Il y aura peut-être moins de gens qui vont vendre. En fait, les gens ne vendent pas forcément. C'est juste qu'ils arrêtent d'acheter. C'est ça le début du hedging. C'est pas, ils s'amusent pas à solder des choses, etc. Comme ça. Il y a des beaux actifs quand même encore. Bon, qu'est-ce que ça en politique d'investissement, du coup, à la financière de l'échiquier, là, comment on réfléchit à des grands axes stratégiques pour cette deuxième partie d'année, partant de niveau record sur les indices actions. Je pense que, on posait la question juste avant, est-ce qu'il faut refaire le mouvement du premier semestre à l'envers, revenir sur les US au détriment de l'Europe, parce qu'on a vu que, en tout cas, hors effet dollar, les performances avaient pas mal reconvergé entre les deux zones au cours des dernières semaines. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. C'est-à-dire que là, on a reconvergé, on a un petit peu mangé une partie de la surperformance. C'est peut-être le moment de retrouver des points d'entrée, parce qu'il faut être objectif. Qui a pris ce mouvement européen sur le premier semestre?
Pas grand monde. Les Européens, les premiers, non. Et les arguments qui sous-tendent cette idée-là restent valables. Enfin, les arguments en faveur de l'Europe restent valables pour des investisseurs globaux. Et puis on a vu là en Allemagne, donc les plans de dépenses ont été validés. On a potentiellement même une petite bonne surprise puisque l'Allemagne a prévu de faire du déficit dès 2025, ce qui n'était pas acquis au départ. Alors, ça va être dur quand même, parce que on votait le budget c'est à la rentrée, c'est ça, octobre. Pour faire quand même du déficit de là à décembre, va falloir aller vite, mais ils sont allés très vite sur les prises de décision jusque-là. Donc c'est pas du tout impossible. On a une BCE qui est au mieux neutre, enfin au pire neutre plutôt, et qui sera au mieux accommodante. On a une tendance quand même à la dérégulation, à la simplification, alors qui est encore loin d'être mise en place, mais qui est plutôt en train, en tout cas, de se diffuser dans les esprits. Alors, il y a quelques faiblesses. La France, d'ailleurs, je pense, en a une en particulier au sein de la zone euro. Mais il y a quand même beaucoup d'arguments positifs. Et surtout, il y a au moins une sorte de visibilité en Europe qu'on a complètement perdu aux États-Unis. Et donc, de ce point de vue-là, sur les marchés, malgré tout, à long terme, avoir de la visibilité, c'est quand même plutôt ce qu'on privilégie. Il y a du risque à la hausse macro là, sur l'économie européenne, sur les économies européennes. On peut être surpris par la croissance allemande en 2026 oui, je pense qu'on peut être surpris. Là, c'est vrai que les plans d'investissement, ils sont massifs et on les connaît, mais je pense qu'il y a une énorme différence. Il y a une rupture, finalement, une révolution budgétaire en Allemagne. Enfin, je pense qu'on peut vraiment dire ça. Scholz, c'était vraiment une transition, mais on était encore un peu, je pense, dans les années Merkel, dans l'austérité budgétaire, et là, c'est vraiment... Alors c'est pas une révolution totale. Merz défend par exemple la position allemande sur comment est-ce qu'on garantit les dépôts de manière globale en Europe. Le non allemand de ce point de vue-là, non, il n'y aura pas de mutualisation de la garantie des dépôts bancaires en Europe sous Friedrich Merz, de ce que je comprends. Il va pas il va pas devenir français du jour au lendemain. On est d'accord, mais je veux dire le nombre de sujets sur lesquels déjà il a fait un virage à 180 degrés par rapport aux 15 ou 20 dernières années, c'est très impressionnant. Et je pense que oui, on va avoir des bonnes nouvelles. Enfin, ça va libérer des esprits animaux un peu. Oui, il y a quand même quelques enquêtes qui commencent à progresser en Allemagne. L'IFO qui a commencé à monter. Je crois qu'on n'était pas loin d'un plus haut d'un an. Enfin, il se passe quand même des choses de ce point de vue-là. Et puis ça pourra entraîner un petit peu le reste de l'Europe. Après, il restera toujours la question de la France. La France... ce qui se passe d'un point de vue politique. Mais oui, je pense qu'il y a quand même une dynamique qui est enclenchée par l'Allemagne et qui va bénéficier à tout le monde, quoi. Et après, il y a évidemment le grand risque, c'est le risque commercial avec Trump. On verra bien ce qui se passe aussi. Là, je pense que les négociations ne se passent pas forcément très bien, d'après ce qu'on peut lire. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais il pourrait y avoir un effet amortisseur de la BCE, parce que la BCE a expliqué que finalement, aujourd'hui, sa fonction de réaction, c'était quasiment que la politique commerciale. Donc là, c'était assez malin de dire, nous, on pense qu'on a fait notre travail. Maintenant, si Trump nous attaque, on va baisser les taux. Mais on sera obligé. Presque, ils s'excuseront de le faire. Ça sera à cause de Trump. Et donc ça, c'était assez malin. Et non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque négatif en ce moment, en tout cas, qui sera en train de monter sur l'Europe. Je pense pas. Ouais. Oui, puisqu'on parlait des questions budgétaires et de la France, il nous reste 2 minutes. Oui, ce qui s'est passé au Royaume-Uni hier, alors ça intervient à nouveau au Royaume-Uni, après le choc du mini-budget, Liz Truss, octobre 2022. Là, c'est Rachel Reeves, la chancelière de l'Échiquier, qui est la garante, en tout cas la figure tutélaire de la garante de l'orthodoxie budgétaire menée par le gouvernement de Keir Starmer, l'idée d'équilibrer quand même les budgets à horizon 2029-2030. Le marché reste très sensible dans ces mauvais feuilletons politico-budgétaires. Ah oui, non, je pense qu'il est très sensible, comme on dit, les bond vigilantes, comme on les appelle, ils sont là. Voilà. Après, moi, je suis pas trop inquiet à court terme parce que les gouvernements le savent. Vous voyez, par exemple, d'abord, la scène est un peu surréaliste. Je ne sais pas si vous avez visionné ce qui s'est passé. Oui, je l'ai vu après coup, bien sûr. Mais bon, il répond pas qu'il va la garder parce qu'il en a marre de répondre à la question. Il est presque en train de dire. Et il explique ce matin qu'il ne voyait pas ce qui se passait
pensait sur le visage de Rachel Reeves hier pendant la séance aux communes, etc. C'est du politique, mais finalement, là-dessus... et ce matin, il a dit qu'il resterait pour très très longtemps. Oui, parce qu'après... Au-delà même des prochaines élections, qu'il remportera forcément. Voilà, la réaction naturelle, c'est quand on voit les taux 10 ans monter de 10 BP, on se dit, attends, qu'est-ce que je fais le lendemain? Je me prends 40 BP sur la tête ou je la garde? Et puis de toute façon, ceux qui se sont rebellés, ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Oui, voilà. L'abandon des coupes dans les dépenses sociales, quoi. Voilà, donc, dans certaines dépenses sociales. Certaines. Et ce qu'ils veulent, c'est augmenter les impôts. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est pas la meilleure politique. Enfin, ils vont le faire. Voilà, donc. On est tous là, hein. Enfin, c'est pas un sujet que britannique. Oui. Après, pour la France, moi, je pense que ce gouvernement, pour un gouvernement qui a pas de mandat, je trouve qu'ils se débrouillent bien. Bon, après, on sait comment ça va se finir. Ils vont, ah bon? Bah oui, ils vont. L'histoire de l'année blanche, ça va être une grande partie de la solution, de toute façon. C'est un espèce de gouvernement technocratique à la Belge quand ils n'ont pas de gouvernement. Avec une inflation à 1%, c'est dommage. Donc, si on va pas gagner beaucoup quand même. Mais quand même, si vous jouez le barème d'impôt sur le revenu, il y a pas mal de choses, vous allez peut-être le sentir, vous verrez quand même. Mais bon, mais ça fait des sous quand même. Voilà. Global, oui. Voilà. Donc, et encore une fois, le marché n'a pas besoin qu'on fasse un ajustement de 5 points de PIB en un an. Voilà. Il veut pas, Liz-Truss qui explique, mais écoutez, moi le marché, je m'en fous complètement. Le marché, attends, je t'en fous complètement. Et baisse d'impôts non financés pour tout le monde. Voilà. Oui, non, mais donc là, on n'en est pas là. A dit, non, c'est pas possible. Si au moins ça va dans la bonne direction. Puis on a cette chance d'appartenir à une zone économique. Elle a baissé les taux. Les taux sont plus bas. Même si le spread français a monté, les taux, ils ont plutôt baissé. Donc la situation est quand même confortable. Comme ça a été bien dit, la visibilité, elle est plutôt en Europe. C'est bien que tu m'aies pas lancé sur Paul, parce que je vais dire qu'il est nul et puis j'ai encore s'arrêter ce qui va se passer. On va parler du crédit dans un instant. On était en train de parler des spreads, on va parler de la dette d'entreprise dans le dernier quart d'heure. Merci beaucoup messieurs. Pierre-Olivier Béfi, Boussard Gavaudan, Enguerrand Artaz, la financière de l'échiquier, Bastien Drus, CPR Asset Management.